Tu sais pas de quoi on peut parler, Michel, il fait. Ce match, on peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Je veux pas trop vous mettre en tête, mais vous savez pourquoi on est là. Mais qu'on parle de quoi? De moi, des touches, les mêlées, je sais pas moi. On a rien fait. C'est quoi un vestiaire de rugby? Un vestiaire de rugby, c'est un peu dans le sport qu'on fait, assez médiatisé, où il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent pour vivre des émotions à travers ce sport-là. Le vestiaire de rugby, c'est d'abord l'intimité d'un groupe. Le vestiaire du rugby appartient aux joueurs qui vont sortir faire la guerre voilà, sur le terrain, et ce vestiaire-là leur appartient à eux. C'est d'abord l'appartenance d'un groupe qui va se battre ensemble. Et il y a beaucoup de monde qui essaye d'acheter ça. Ça fait partie aussi de notre économie, de beaucoup de personnes qui viennent, qui essayent de l'acheter, mais il ne leur appartient jamais vraiment. Donc c'est la sensation qu'on rentre dans une sphère très privée, très intime, où il y a beaucoup de soutien, de solidarité, parce qu'on sait que ce qu'on va vivre à l'extérieur va être très dur. Et donc, c'est un endroit où on vient se réconforter, se serrer, vivre des émotions très intenses avant, à la mi-temps ou après un match, où l'intimité est maître, où on se met à nu au sens propre comme au figuré. Quand avez-vous commencé le rugby? Donc j'ai démarré à 14 ans. J'ai démarré à 14 ans à Cavestagny, parce que je vivais à Cavestagny à ce moment-là. Et ce qui m'a choqué, c'est un peu ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'intimité et en même temps l'envie d'en découdre et en même temps cette peur qui transcende. Et il y avait tout ça dans le vestiaire. C'était la première fois c'est bête à dire, mais c'était la première fois que je me douchais avec des hommes à poil. Voilà, c'était la première fois, donc c'est un peu étrange pour moi. Moi, j'étais assez pudique. Je ne suis pas très pudique dans la vie de tous les jours sur mes paroles, assez pudique après sur le reste. Et donc en même temps mal à l'aise, en même temps surpris, en même temps choqué. Et voilà, il y a eu tous les sentiments en même temps. Quels sont vos premiers souvenirs en équipe senior? Ouais, alors là c'est particulier parce que moi j'ai un début totalement raté avec la première de l'USAP. En fait, c'était Georges Coste qui m'appelle, ça devait être 89, quelque chose comme ça. Et il m'appelait chez moi, donc à l'époque il n'y avait pas de portable, il est tombé sur ma mère, il m'a demandé de venir à l'entraînement du mercredi. Donc j'ai fait l'entraînement du mercredi, et le mercredi soir, ma mère m'a dit « Bon ben voilà, tu es beaucoup trop jeune pour pouvoir jouer en première, c'est pas possible, je les ai vus jouer. Tu vas te faire casser en deux, moi j'ai trop peur. » Et donc je l'ai dit à Georges, je l'ai appelé le jeudi. Et le vendredi, il a rappelé pour que je fasse partie de la mise en place. J'étais persuadé que c'était pour prendre la température. Et en fait, je me suis assis dans les vestiaires, il a fait tout son discours, il a levé le paperboard et il m'avait mis dans l'équipe titulaire à côté de Jean-Marc Bourré, je me souviens, pour aller à Brive. Et donc là, j'ai eu 30 secondes d'hésitation entre je dis rien, j'en avais tellement envie moi, je dis rien, ou alors je lui dis que ma mère ne veut pas et je respecte ce qu'a demandé ma mère. Bon, ça a été dur, mais je me suis levé, je lui ai dit que c'était pas possible, que maman ne voulait pas. Donc il s'est foutu de ma gueule devant tout le monde. Moi j'avais tous les joueurs que je badais complètement, les Marc Lévremont, Macabio, Tresséné, Bruno Martini, etc. Ben, voilà, j'avais tout le monde majoral, j'avais tout le monde autour, et je ne les connaissais pas du tout. Et il a fallu que je dise ça, il m'a engueulé. Je lui ai dit d'aller se faire voir, j'ai pris mon casque de mobilette, je suis monté sur ma mobilette, je suis rentré chez moi, j'ai pleuré tout le long. Je pensais que c'était la dernière fois que j'avais l'occasion de jouer en première, qu'il me le ferait payer. Et puis finalement, il a été beaucoup plus intelligent que moi en l'occurrence. Et il m'a appelé la saison d'après, j'ai fait tous les matchs et ça a démarré comme ça. Donc c'est une histoire un peu contrastée. Pourquoi séparent-on les avants et les arrières? C'est deux mentalités différentes. Si on part tous pour faire la guerre, effectivement, les gros ont besoin de cette solidarité. Le jeu le veut aussi. Les gros, ils sont plus souvent touche, mêlée, molle, ruck. Ils sont plus souvent, ils sont très tactiles, les gros, voilà, parce qu'ils ont l'habitude de se toucher, d'être ensemble.
très proches les uns des autres. Et le combat est différent. Derrière, on est un tout petit peu plus soliste, un peu plus séparés les uns des autres. Le lien se fait par le jeu derrière. Et le lien se fait par le contact, beaucoup devant. Donc c'est une approche du match, je crois, qui est différente. Hein, voilà. Et donc comme le match à lui-même, la façon de se dérouler va être différente. Hein, chacun se réunit avec celui qui se ressemble, celui qui va vivre à peu près la même chose, celui qui va le plus aider, celui avec lequel on va être le plus en contact. Donc je crois que c'est une différence d'approche pour le même jeu, pour le même combat, pour tout ce qu'on veut, pour le même objectif. Mais l'approche pour atteindre cet objectif est différent. Donc je pense que la préparation est différente et chacun va avec celui qui va avoir la tâche la plus ressemblante à la sienne. Je ne fais pas de différence avec l'intelligence des trois quarts par rapport à celle des gros, tout ça. Bon, voilà, je ne vais pas là-dessus pour vexer personne. Hein. J'ai mon opinion, mais je ne vais pas là-dessus. Chaque place est-elle importante dans un vestiaire? Oui, moi j'ai toujours été à côté des amis. J'étais à côté de Laurent Arbaud quand j'étais à l'USAP, j'étais à côté de Buada, de Jérémy Weiss et de Fred Bénat quand j'étais à Narbonne, mais j'ai jamais accordé une importance folle. Mais je sais qu'il y en a qui se sont battus pour avoir leur place, pour avoir une place en particulier face à la porte, face à l'entraîneur, quand il fait son discours, ou dans son dos, ou très près de la porte. Bon, voilà, à côté de... Moi, j'ai jamais mis une importance particulière à la place en elle-même. Qui fallait-il éviter dans un vestiaire? Oh, il y en a toujours dans chaque groupe. Il y en a un ou deux. Il y a celui qui a des flatulences très souvent. Celui-là, c'est jamais très agréable. Il y a le maladroit qui fait toujours tout tomber, qui vous prend les affaires sans s'en rendre compte. Au moment où vous vous tournez, il est parti avec votre portefeuille, vos clés. Il y a celui-là. Il y a celui qui vous fait mal, par maladresse, celui qui, quand il se lève à côté de vous, vous marche sur le pied avec les crampons juste avant de sortir sur le terrain. Bon, il y a quelques profils comme ça. Voilà. Dans chaque club, il y en a un ou deux de chaque. Hein. Donc voilà. Le problème, c'est qu'un vestiaire, c'est assez réduit, donc c'est difficile de tous les éviter. Il faut savoir quel est le moindre mal, si c'est l'odeur, le mal au pied ou le fait d'aller chercher ses clés tout le temps. Voilà, il faut faire un choix là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques profils qu'il faut éviter un peu. Et puis on a nos affinités. Donc il y a toujours dans un vestiaire des gens qu'on préfère à d'autres. Et donc voilà, on se met plutôt près de ceux qu'on aime beaucoup et plutôt loin de ceux qu'on aime moins. Pourquoi y a-t-il une transformation de l'homme au joueur? Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce que représente le vestiaire. C'est pas naturel de sortir sur un terrain, de se battre pour un ballon et de prendre des coups pour soi, des fois de prendre des coups pour les autres, voilà, pour ses coéquipiers, pour les protéger, etc. C'est quand même pas quelque chose de très naturel. Même si on fait ce sport-là, on ne se lève pas le matin en disant « je vais aller dans la rue, je vais mettre 3 percussions à une voiture, me battre avec un type ou mettre un coup de tête ». Bon, voilà. Donc, c'est pas très naturel, donc on doit rentrer dans une espèce de transe particulière pour aller là-dedans. Il faut du courage pour mettre un maillot et pour sortir sur un terrain. Il faut du courage. Et le courage, soit vous le créez vous-même, soit il est aidé par les autres. Et le vestiaire, c'est le moment justement où on prend un peu du courage des autres pour le faire soi et on donne un peu du sien aux autres. Et il y a ce besoin quand même dans toutes les vies. Encore maintenant, on ne veut pas être une personne lambda et le vestiaire nous permet de passer d'une personne normale dans la vie de tous les jours à une personne exceptionnelle le temps de 80 minutes. Et le vestiaire, c'est le moment de s'y préparer. Et donc, il y a besoin de ce changement-là, parce que c'est exceptionnel d'aller sur un terrain et de savoir qu'on va prendre des coups, que ça va être dur, qu'il y a plein de gens qui vont juger votre prestation, des gens que vous ne connaissez pas, que ça va se passer toutes les semaines et que la vérité d'une semaine n'est pas la vérité d'une autre. Donc,
C'est dur, c'est difficile et en même temps, c'est un moyen superbe pour se prouver à soi-même qu'on a quelque chose de particulier par rapport à tous les gens qui ne rentrent pas dans ce vestiaire et qui pratiquent pas ce sport. Donc c'est une façon sympa de se prouver à soi-même qu'on a peut-être quelque chose d'un peu particulier par rapport au commun des mortels. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ça donne l'illusion et ça nous permet de pouvoir le croire pendant un petit moment. Conservez-vous un souvenir marquant de cette métamorphose? La personne dont on a l'habitude de parler ici, beaucoup, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai joué, mais ça fait partie de la légende. Jean-François Imbernon en parlerait mieux que moi, mais c'est Jean-Louis Gotte. Voilà. Et ici, si on a un exemple de transformation entre l'homme dans la vie et le vestiaire, tout le monde parle de Jean-Louis Gotte. Moi, je ne le connais pas beaucoup, mais je connais, on m'a raconté 1272 fois la gentillesse, la douceur et la timidité extrême que pouvait avoir Jean-Louis dans la vie. Et son côté totalement exacerbé, violent même parfois, voilà, sur le terrain, auquel on ne peut pas se douter quand on connaît l'homme. Il y avait cette espèce de métamorphose comme Clark Kent et Superman. Ouais. Donc il n'avait pas besoin de tourner sur lui-même, mais le simple fait de mettre un habit différent et de rentrer sur le terrain, le transformer complètement. Après on est quelques-uns comme ça à changer au moment du vestiaire, mais lui c'est parce qu'on est ici, on est dans ce vestiaire et tout ça, et que ça me fait penser à l'histoire de l'USAP, et celui dont on raconte le plus. Voilà, la transformation, c'est lui. Comment réagissiez-vous à ces moments de motivation? Il y a les ressources propres, ce qu'on arrive à faire soi, à monter, en agressivité, pour des causes qu'on croit défendre. Et donc, on va dans des niveaux qui sont, voilà, qui nous surprennent un peu, mais quand ça c'est couplé à toute la force que vous donnent les mecs autour de vous, alors là, pour le coup, on atteint des degrés de motivation, d'agressivité, d'envie, de déploiement de force dont on ne se doutait pas, parce que finalement, on a fait de la force des mecs qui nous entourent notre force à nous. Donc oui, on est toujours un peu surpris. On ne fait pas les surpris en faisant les très sûrs de nous, en disant « mais moi je savais que j'étais capable de ça ». Mais on est autant surpris que les gens qui regardent le match. Donc c'est des bonnes sensations, parce qu'on a de temps en temps, même sur le terrain, on a des sensations comme ça d'être un peu indestructible, etc. Ce qui n'est pas le cas, parce que l'action d'après, bien souvent, on est puni, parce que quand on a cette sensation-là, on a tendance à se relâcher un peu et à être trop sûr de soi, donc on est vite puni à ce sport. C'est ça la beauté de ce sport. Mais c'est vrai qu'on a des petites sensations comme ça, de surhomme un peu, et puis vite on rentre dans la réalité qui fait qu'on n'a rien de surnaturel, non. Pourquoi le discours du coach est-il si important? C'est celui qui vient cristalliser un tout petit peu l'envie collective. C'est le premier discours du match, c'est le premier qui arrive et qui fait de la préparation, qui passe de la préparation individuelle à la préparation collective. C'est le premier moment où on se retrouve, où tous les joueurs se retrouvent ensemble, font face ensemble un discours, et où l'objectif individuel de faire un bon match passe à un objectif collectif de la gagne et de l'objectif de l'équipe. Et donc c'est important. Voilà, pour moi c'est important. Il y en a qui ne mettent pas beaucoup d'importance. Pour moi c'est important. Parce que c'est le premier rendez-vous collectif. C'est la première sensation où on va aller à la guerre. C'est un mot dur, mais c'est un mot sportif. On va aller à la guerre ensemble, et c'est le premier moment avant le match où on sent qu'on va aller à la guerre ensemble. Bien sûr, il y a eu des entraînements avant, bien sûr, on s'est connecté avec ses copains, mais là, c'est un moment où on est tous face à l'entraîneur avant d'être tous face à l'équipe d'en face. Et donc, c'est un moment qui
qui rassemble et qui permet de trouver de la force dans les copains qu'il y a autour. Sans discours, pas de match? On est très partagé là-dessus. J'ai connu des entraîneurs qui ne faisaient pas de discours avant les matchs et c'est pas pour autant qu'on n'en a pas gagné. Donc pas de discours, pas de match. Non, mais moi ça m'aurait dérangé sincèrement. Je ne pense pas que j'aurais pu... On est d'accord avec un discours d'entraîneur, on le prend plus ou moins, il nous accroche plus ou moins, il nous fait vibrer plus ou moins, il nous fait monter plus ou moins, etc. C'est loin du match finalement, c'est 1h30 avant, des fois 2 heures avant. Mais je trouve qu'il y a besoin de cette réunion-là. Moi, si c'était un choix, ouais, je ne dirais pas de discours, pas de match. Mais je le pensais déjà quand j'étais joueur, c'est pas parce que je suis entraîneur maintenant. Voilà, je me sentirais pas bien joueur sans faire un discours, je me sentirais pas bien entraîneur sans avoir fait un discours à mes joueurs, parce que quand j'étais joueur, je me serais pas senti bien si j'avais pas eu de discours. Conservez-vous un souvenir d'un discours marquant? Oui, les discours qui marquent le plus, c'est soit sur des événements importants, soit c'est au tout début de notre carrière. Moi, c'était les discours de Paul Foussat qui me marquaient le plus, parce que c'est ceux qui me parlaient le plus à moi. Parce que pour nous motiver, il nous parlait de ce que représentait l'USAP, de ce que représentait l'USAP pour les gens qui venaient nous voir jouer. Et c'est ce que j'avais connu jeune. Moi, je venais ici avec mon grand-père, j'avais 3 ans, 4 ans quand j'ai commencé. Et tout ce qu'il racontait, c'était ce que représentait l'USAP pour mon grand-père. Donc quand il me rappelait ça, et mon grand-père était d'ailleurs dans les tribunes à ce moment-là, c'était quelque chose qui me parlait vraiment, parce que j'avais grandi dedans et que c'est un discours que j'avais entendu. C'était important, l'USAP ici c'est important, ça fait partie de la vie des gens. Moi, mon grand-père, il était en tenue d'agriculteur toute la semaine, et puis le seul moment où il s'habillait en pantalon de flanelle et en petit costard, etc., c'était pour venir à l'USAP. C'était sa messe à lui du dimanche, et c'était le seul moment où je le voyais habillé avec une chemise. Donc on associe, on fait des associations comme ça. Et il s'habillait comme ça parce que c'était important pour lui. C'était un moment important, un moment à se retrouver avec les copains, et un moment où on mettait en avant les racines d'un peuple qui luttait face à tout ce qui venait de l'extérieur. Et donc ça rassemblait plus ou moins. Et Paul finissait toujours son discours par un mot comme ça. Donc je ne peux pas en citer un en particulier, mais j'ai souvenir de discours qui m'ont presque jusqu'aux larmes. Parce que ça me donnait une raison de me battre autre chose que de faire un bon match. Et moi donc de faire le match d'après et d'exister le plus longtemps comme ça, ou alors de gagner pour l'équipe, etc. Ça plaçait de suite le contexte dans des endroits supérieurs. Donc ça me parlait beaucoup. Preniez-vous la parole dans le vestiaire? Ça m'arrivait, ça m'arrivait. Ça, au sensitif, ça dépendait de la sensation que j'avais. Si j'avais l'impression que tout le monde y était, que les gens qui avaient parlé avaient suffisamment parlé pour motiver tout le monde, je prenais pas trop la parole. Sinon après, oui, je la prenais de temps en temps. Mais j'allais plutôt voir les uns les autres sur des petits mots comme ça. Des fois pour eux, des fois pour moi, d'ailleurs, très égoïstement. Mais voilà, c'était à la sensation, un peu, au feeling. C'était pas systématique, je me sentais pas obligé de le faire. Personne ne m'a obligé à le faire d'ailleurs. Et voilà, et j'ai fait ça tout le long, même les quelques fois où j'ai été amené à être capitaine. Voilà, j'ai toujours eu dans les équipes des personnes qui le faisaient très bien. Je venais en appui de temps en temps parce qu'on me le demandait ou parce que je sentais qu'ils en avaient envie, mais sinon non, j'étais plus la contrebalance, voilà, pour pas qu'on sombre trop dans l'excitation. Est-ce interdit de rire dans un vestiaire? Ah non, c'est pas interdit, mais
On a tendance, parce que c'est un sport de contact, dur, rustre, où on a tendance à prendre que ce côté-là, mais on n'est pas totalement maso non plus. Voilà. D'une part, on ne trouve pas le plaisir que dans la douleur, et d'autre part, on est quand même en recherche de plaisir tout le temps. Donc, c'est quand même sympa de passer l'année avec des copains. On fait quand même un métier sympa, d'être toujours voilà, à l'air libre, jouer à la baballe. Bon, voilà, avec des copains. Donc oui, le rire, ça fait partie d'un vestiaire. Et c'est même la finalité. Et on peut rigoler avant, et on fait tout sur le terrain pour pouvoir rigoler après. Donc le rire dans un vestiaire, c'est le baromètre que le vestiaire est dans de bonnes conditions. Le rire dans un vestiaire, c'est aussi bien souvent la garantie que si ça ne se passe pas bien sur le terrain, vite les mecs vont pouvoir trouver les ressources de rebondir. Parce que ça veut dire que s'ils rigolent ensemble, ça veut dire qu'ils prennent plaisir à être ensemble. Et prendre plaisir à être ensemble, c'est quand même 80% du chemin qui est fait dans notre sport. Donc voilà, donc c'est un très bon baromètre, hein, un très bon baromètre, le rire. Après, il ne faut pas oublier que l'expression partir la fleur au fusil, voilà, il y a ça aussi, et bien souvent ça donne des mauvais résultats. Donc on sait qu'on ne peut pas y aller avec légèreté sur le terrain. Ça c'est une vérité, c'est un gage de non-réussite pour le coup. Mais le rire sans aller jusqu'à la légèreté, la déconcentration avant le match, et le rire d'après-match où celui-là peut déborder jusqu'à la légèreté, voire l'excès, ceux-là ne sont pas acceptés, ils sont souhaitables même dans un vestiaire. Un souvenir en particulier? Ouais, il y en a toujours quelques-uns. Ah. Je ne vais pas le raconter ça. Quand j'étais à Narbonne, j'avais un entraîneur très connu, et c'était le tout début. C'était le tout début ou alors ça faisait un petit moment que ça se faisait ailleurs, mais moi je ne l'avais pas vécu. C'était le tout début de la sophrologie, de la concentration, voilà, de toutes ces choses-là, de respiration, de points d'énergie. Et on avait un panel de mecs, de filles qui venaient à un moment donné pour nous expliquer un peu comment. Alors je fais aucune. Je sais que ça, encore maintenant, c'est des techniques de concentration, etc. qui sont. Et nous, on a eu une fille très jolie qui est venue nous faire de la sophrologie pendant une semaine. Et on jouait Montferrand avec Narbonne à la maison. Et notre entraîneur nous a demandé d'aller dans la pièce à côté, 5 minutes avant le match, et de faire des exercices de sophrologie avec cette fille, qui était vraiment très très jolie. Un juste au corps très moulant, et qui donc pendant 5 minutes nous a fait toucher nos points de vie un peu partout en nous montrant devant. Elle était devant nous donc, et c'était très particulier. Je sais que une partie n'a pas accroché, une autre partie a accroché, et une autre partie a plus accroché à la plastique de la demoiselle que réellement au point de vie, et voilà. Et c'était particulier parce que c'était 5 minutes avant de sortir. C'était un peu surréaliste, ça venait remplacer les coups de tête et tout ça. Et on a gagné, hein. Donc comme quoi il n'y a pas de vérité. Alors est-ce que ça a suscité quelques élans de testostérone, d'adrénaline chez certains qui leur ont. Ça a marché, on ne l'a fait qu'une fois, on n'a pas renouvelé l'expérience. Je trouve que c'est un bon choix de la part de l'entraîneur de ne pas renouveler l'expérience, mais ça c'est très personnel. Mais ça a rencontré le succès, on a gagné quand même. Mais alors là, pour le coup, c'était totalement surréaliste, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Et moi qui étais joueur
Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire maintenant, mais moi qui étais joueur pas très enclin à ce genre de technique, de respiration et de concentration, alors là pour le coup ça avait été totalement surréaliste pour moi, c'était vraiment très très particulier. Voilà. Très rigolo. Pour le coup, moi j'ai trouvé ça très rigolo, en l'occurrence. On n'a pas tous ri, hein, on l'a pris de manière très différente tout le monde. Conservez-vous un souvenir d'une gueulante mémorable? Oh, je gueule beaucoup moi, il faudrait que je gueule moins. Non, j'en ai pas une en particulier, mais c'est toujours pareil. Les plus grosses gueulantes ne viennent pas sur des erreurs faites par l'équipe technique ou stratégique ou quoi que ce soit. Les plus grosses gueulantes, enfin moi que j'ai poussées, c'est sur le visage qu'on montre, hein, l'envie de combattre, le minimum que l'on doit faire. On a le droit de ne pas être bon, on n'a pas le droit de tout donner, de montrer à un moment donné, que ce soit au public, aux copains d'à côté, qu'on donne tout, en tout cas de ce qu'on a en magasin ce jour-là. Et puis des fois on n'y est pas du tout, voilà, on n'y est pas du tout. Et donc on ne donne pas grand-chose ou alors on fait que des conneries. Mais ça, les conneries, c'est toujours... il ne faut pas que ça se renouvelle trop souvent, mais elles sont toujours beaucoup plus acceptables qu'un manque d'engagement, qu'un visage comme ça de je m'en foutiste, même si personne n'y va pour ça, mais sur un terrain. Mais voilà, de temps en temps, il y a ça, ou de se moquer un peu de l'adversaire, de ne pas respecter. Voilà, le respect, c'est important dans notre sport. Le respect des copains avec qui on joue, le respect des gens qui nous soutiennent, le respect de l'équipe d'en face. C'est important. Voilà. Et quand on manque de respect, ou en tout cas quand j'ai l'impression qu'on manque de respect, ça me fait sortir de mes gonds. Mais je crie tout le temps, moi. C'est fatigant même. Ça est même fatigant pour moi. Je crie quand je ne suis pas content, mais je crie quand je suis super content. Voilà. Donc forcément, à un moment donné, le seul moment, enfin je crie, je m'entends, je parle fort en tout cas. Et le seul moment où je ne parle pas fort, c'est quand je suis ni pas content, ni content. Or, je suis catalan, et les Catalans, on est soit pas content du tout, soit immensément content. Donc c'est difficile pour nous, le milieu, là, on n'a pas un caractère tempéré. Voilà, on est ou d'un côté ou de l'autre. Donc ça fait qu'effectivement, je parle fort, en tout cas, la plupart du temps. Donc pour me rappeler non, il me fâche de temps en temps, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr que de temps en temps, il me met en colère. Comment faites-vous avec les étrangers? Et je parle un peu anglais, voilà, c'est nécessaire. Il y a une chose qui est bien ici à l'USAP qui facilite, c'est que aux étrangers, il faut leur faire comprendre ce que représente le club. Et ils connaissent le rugby, ils savent. Voilà. Ils comprennent à la tête, à l'intonation, ils comprennent si ce qu'ils ont fait c'est bien ou si c'est pas bien, si leur attitude est chouette ou pas chouette. En général, il n'y a pas besoin de vocabulaire pour ça. Voilà, l'attitude suffit, ils sont très enclins là-dedans. Et puis comme ils ne comprennent pas la langue, forcément, ils regardent 2 fois plus les expressions. Ça, c'est facile. Le plus difficile pour discuter avec les étrangers, c'est pour leur faire comprendre ce que représente le club, pourquoi ils se battent et qu'est-ce qu'il y a autour. Et là, l'USAP, c'est facile parce qu'il y a 400 000 personnes qui leur rappellent au quotidien ce que représente le club. Donc, en gros, notre travail est facilité. Quand ils vont acheter le pain, on leur dit ce que représente l'USAP et ce qu'ils représentent eux. Quand ils vont faire les courses, quand ils vont acheter une télé, quand ils vont à la plage, quand ils vont à la montagne. Difficile ici, c'est aussi ce qui fait partie de la difficulté de notre métier ici. C'est que quand on est joueur de l'USAP, on l'est 24 heures sur 24. Et on ne dit pas, ben, on sort du vestiaire, ça y est, c'est bon. Là maintenant, je suis une personne lambda. Non. On croise sans arrêt des gens qui viennent vous parler. Et puis, comme on fait partie de leur vie, parce que l'USAP, c'est leur vie et c'est leur quotidien, ils ont tendance à avoir une approche très, très naturelle. Il n'y a personne qui reste à distance, parce que vous faites partie de leur quotidien.
Ils entendent parler de vous tout le temps. Donc au bout d'un moment, vous êtes presque quelqu'un de la famille. Donc ils viennent, ils vous tutoient de suite. Mais je trouve ça adorable, hein, j'adore. Mais ils vous tutoient de suite et vous appellent par votre prénom, vous tutoient de suite. Et le fait de vous appeler par votre prénom et de vous tutoyer de suite, ça fait qu'on rentre de suite dans l'intime. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas. Donc des fois ça fait mal, des fois ça fait plaisir. Enfin bon, voilà. Et ça, que ce soit les Iliens, que ce soit les étrangers qui viennent d'autre part, ils le sentent ça quand même, ils le prennent tout le temps. Et donc ils voient bien quelle est cette importance. Donc c'est facilité, donc c'est assez simple finalement. Et puis, on a un petit problème en France, mais dans la vie de tous les jours aussi, c'est que le langage rugbystique est quand même très anglo-saxon maintenant. Voilà. C'est pas fait pour me plaire, mais voilà. On n'est pas une mêlée ouverte, on dit un ruck, on dit pas, bon voilà, et etc., etc. Il y en a 75 000 comme ça d'expressions rugbystiques. Et même maintenant, chose alors encore plus dramatique, c'est que comme c'est la mode du management et des cours de management, etc., tous les mots dans le management, d'ailleurs c'est ce que je dis, le management, même moi, donc dans le management, tous les mots maintenant sont anglais quasiment, en tout cas, ou franglais, ouais, à moitié sur celui qui ne sait pas bien prononcer. Mais en fait, donc bon, ils ne sont pas très perdus. De temps en temps, il faut traduire en français, même quand on parle français, parce que dans une phrase française de management ou de rugby, de temps en temps, il y a tellement de mots anglais que s'il y en a un qui débarque là et qui ne les connaît pas trop, qui monte de junior et qui n'a jamais entendu parler parce qu'il a été entraîné par l'éducateur d'Elne, qui ne parle pas mot français, pas mot anglais, je dirais contre les éducateurs d'Elne, c'est un exemple. Mais bon, voilà, de temps en temps, on parle français, on a l'impression qu'on parle français de rugby. Et il faut traduire un peu parce qu'on a employé 6 ou 7 mots anglais dans la phrase. Donc bon, c'est pas très difficile de parler avec eux, pour résumer. Quel moment préfériez-vous dans les vestiaires? L'avant-match. J'aime beaucoup l'avant-match et en même temps c'est ce qui me fait le plus souffrir. Bon, moi j'ai pas fait mon deuil encore de joueur, je pense que ça arrivera jamais, j'ai fait une croix là-dessus. C'est particulier l'avant-match. Comme je dis, le vestiaire, il appartient beaucoup aux joueurs. Et puis c'est le moment où on les laisse. Voilà, c'est le moment où on sent bien que ça nous a échappé. Voilà, que c'est eux qui le prennent et tout ça. C'est une sensation qui n'est pas agréable. On a envie de participer avec eux, pas qu'on veut le contrôler, mais on aimerait continuer avec eux et de participer. Alors on participe sur le bord, on dit 3 consignes, on fait 4 coachings, etc. C'est important. Je dis pas que c'est pas important. Mais 95% du boulot est fait là-dedans. Et le vestiaire, c'est en même temps ce que je préfère et en même temps c'est ce qui me fait le plus mal. Mais c'est le côté maso du rugbyman, c'est peut-être parce que ça me fait le plus mal que je le préfère. Mais je sais pas, j'ai pas fait d'analyse là-dessus. Mais oui, ce moment-là, c'est quand même le moment où ça vient cristalliser un peu tout ce qu'on a fait dans la semaine et où on le voit prendre forme, voilà, juste avant. Et c'est vrai, il y a cette sensation que si on a bien fait le job, ça nous échappe, mais c'est un peu de nous qui sort avec, quoi. Donc c'est une sensation un peu particulière. Voilà, mais que j'aime, voilà, parce que comme quand un gamin part de la maison et réussit, voilà, on a envie de ça. On dit que, ouais, il a eu plein de qualités de lui, c'est ses qualités à lui, etc. On dit qu'on a participé un tout petit peu au truc, quoi. Et voilà, c'est pas vivre la réussite par procuration, c'est se dire qu'on a servi à quelque chose. Et on a tous envie de servir à quelque chose. Donc voilà. Regrettez-vous les anciennes mi-temps qui ne duraient que 5 minutes? Il y a le pour et il y a le contre. C'était 5 minutes sur le terrain, donc ça appartenait. La mi-temps aussi appartenait beaucoup aux joueurs. Le coach faisait son discours, bien sûr, mais il y avait une partie qui partait dans l'air quand même, où on était plus dans l'introspection, on attendait moins les remédiations, les orientations nouvelles, etc. On était plus dans l'analyse de ce qu'on avait fait la première mi-temps. Et soit on était enclin à continuer, soit on se disait il faut qu'on change quelque chose, parce que ça ne marche pas du tout. Mais on était plus dans l'introspection, à parler avec ses copains pour trouver des solutions. Là, il y a un côté
cours magistral un peu, tout le monde s'assoit, écoute la remédiation de quelqu'un qui était à l'extérieur, qui a regardé, mais qui n'a même pas ressenti de l'intérieur non plus, hein, quand même. Bon voilà, nous on n'est pas à l'intérieur, il y a des choses, des ressentis, qui marquent, qui cassent, qui enthousiasment, voilà, tout ça on ne le ressent pas des fois. Donc il y a le pour et le contre, et en même temps le vestiaire de 15 minutes maintenant, c'est un moment de se retrouver dans ce vestiaire-là, se ressourcer, reprendre des forces, partir sur une orientation nouvelle, rassurer, ou alors exorcer, ou alors engueuler. Oui, les deux ont leur truc. Ce que je regrette, c'est les oranges et les citrons. Moi, j'aimais bien. Ouais, je suis le seul, je crois. Mais moi, j'aimais bien, il n'y en a plus. On pourrait le faire. Peut-être je vais le faire le prochain match. Voilà, mettre des oranges et des citrons au milieu, personne n'en prendra, c'est sûr et certain. Maintenant, ils sont tous avec leur tube là, de trucs de sucre rapide, de je sais pas quoi, de sucre lent, sucre rapide, je sais pas quoi là. Et leur boisson et leur machin. Une dizaine d'oranges et une dizaine de citrons en plein milieu de la table et tout ça. Ça, j'aimais bien ça, c'était chouette. C'était chouette. Avez-vous fait des lapsus dans vos discours? Oui, on en fait tous. Enfin, j'espère qu'on en fait tous. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Des lapsus révélateurs ou pas révélateurs. J'ai déjà appelé un arrière que je mettais très souvent et qui avait l'habitude d'être titulaire. Et pour un match, je mets un autre arrière et à la mi-temps, je l'appelle du prénom de l'arrière. J'avais l'habitude, voilà, 3-4 fois, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me dise à côté, non mais lui, c'est pas... J'avais bien vu, hein, je savais à qui je m'adressais, je ne m'étais pas trompé de joueur. Mais l'habitude, voilà, il jouait à l'arrière et j'avais l'habitude de parler à un certain joueur, donc je l'appelais du même prénom 3-4 fois, ce qui n'est jamais de bon ton, c'était à la mi-temps en plus. Donc ce qui n'est jamais génial pour le mec qui joue très peu finalement et qui allait jouer là et qui voulait me montrer qu'il était meilleur que celui que je faisais jouer d'habitude. Donc oui, il y en a quelques-uns comme ça. J'ai déjà dit à Narbonne la première année quand j'ai été joueur. Alors là, j'étais pas entraîneur. On est à Aimé-Giral ici, alors qu'on était à Léga-Céral, voilà, au Parc des Sports. Ça m'est arrivé, voilà, chose que Henri Sens justement n'avait pas super apprécié. Ce que je peux comprendre, j'aurais absolument pas apprécié qu'il y ait quelqu'un qui vienne signer à l'USAP et qui dise bienvenue à Armandie, à Léga-Céral ou à Mayol. Bon voilà, j'aurais pas aimé, donc je peux le comprendre. Il y en a quelques-uns comme ça, des lapsus, on parle beaucoup, on est dans l'émotion, etc. C'est obligatoire que de temps en temps on fasse 2-3 coups comme ça. Des fois qu'ils font rire, des fois qu'ils font pas rire, parce que là, quand je me suis trompé de prénom, ça a fait rire tout le vestiaire, sauf le mec à qui je m'étais trompé de prénom, ce que je peux comprendre tout à fait. Que pensez-vous de la télévision dans les vestiaires? Moi, j'aime pas ça, mais je suis très... Ça fait partie du jeu. Je comprends, à un moment donné, on a besoin pour notre sport, on a besoin pour faire connaître notre sport ou pour le faire aimer, d'aller de temps en temps dans cette intimité, savoir ce que c'est un vestiaire, parce que justement, c'est pas naturel voilà, de sortir, etc. Donc les gens veulent comprendre. Après, il faut le faire intelligemment. Je trouve que dans un vestiaire, tous les moments dans un vestiaire ne sont pas égaux. Ils ne sont pas à la même hauteur en termes d'émotion. Chacun fait comme il veut, je juge personne. Mais les moments où on se regroupe, les moments de discours, les moments de... J'aime pas ça, mais j'aime pas ça non plus. Alors on parle du vestiaire, j'aime pas quand vous filmez les discours d'avant-match d'un capitaine ou quoi que ce soit, j'aime pas ça. Voilà, je déteste ça parce que c'est une fausse image. Parce qu'on ne peut pas appréhender le discours d'un capitaine, le discours d'un entraîneur dans un vestiaire, au milieu d'un match, etc. On ne peut pas l'appréhender en le sortant de son contexte. C'est impossible. Or, on a beau raconter l'histoire de ce qui se passe avant, l'histoire de ce qui va se passer après, etc. Machin, quand on n'est pas au milieu, quand on est sur son canapé ou qu'on regarde des images ou quoi que ce soit, on n'a pas la hauteur de ce que vivent les gens qui sont autour. Et moi, je sais que c'est
c'est le biais souvent de raillerie sur un discours d'un capitaine, et etc. Souvent, parce qu'il fait une faute de français sur l'émotion ou quoi que ce soit, parce qu'il va droit à l'essentiel, parce qu'il dit 4 gros mots, et etc. Et je trouve que c'est moche parce que mis dans le contexte sur les joueurs qui l'entouraient, à ce moment-là et tout ça, il y a plein de discours qui sont pleins de vérité, que si on les sort, ils sont ridicules totalement. Voilà. On dit plein de choses dans un vestiaire que si on le sort du vestiaire, c'est totalement ridicule. On dit mais comment j'ai pu dire ça à un moment donné? Mais à ce moment-là, ça a pris l'écho dans tout ce qui a entouré. Et à ce moment-là, on avait besoin de le dire, besoin de l'exprimer comme ça et tout ça. Donc, en même temps, moi ça ne me dérange pas qu'ils rentrent sur la préparation quand ils se mettent des bandages, qu'ils écoutent la musique et qu'ils sont dans leur concentration pour se préparer, etc. Mais il y a certaines choses, je trouve que c'est pas... Ouais, c'est pas génial parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Voilà. On a beau expliquer le contexte, personne ne peut le ressentir, personne ne peut l'avoir. Et à partir de ce moment-là, ça fausse tout. C'est des fausses images. Voilà. Parce que quand vous ne pouvez pas vous mettre à la place des mecs, vous pouvez l'expliquer comme vous voulez, c'est faussé. Le truc est faussé. Alors des fois on passe pour des benets et tout ça, mais des benets on en a plein. Moi le premier, on est tous un peu benets et tout ça, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est pas que tous les joueurs de rugby sont très intelligents ou quoi que ce soit, mais des fois on passe pour des benets pour des choses parce que juste le moment, voilà, nécessite de le vivre et ne supporte pas l'explication et le fait de voir des images comme ça. Et ça, je ne supporte pas. J'aime pas ça, j'aime pas j'ouvrirai jamais mon vestiaire à la mi-temps sur le discours, j'ouvrirai jamais mon vestiaire sur un briefing, j'ouvrirai jamais sur des moments intimes comme ça, qui correspondent à la vie d'un groupe et dans lequel il faut être immergé pour pouvoir comprendre. Bon, c'est un choix personnel, je ne fais aucun jugement sur personne et sur ceux qui les autres qui ont d'autres explications et d'autres buts, d'autres objectifs. En ouvrant leur vestiaire, ils doivent sans doute aller chercher autre chose. Et voilà, je comprends. Voilà, j'ai pas de souci là-dessus. Mais moi, personnellement, ça me plaît pas du tout. Vous souvenez-vous d'un vestiaire qui vous a marqué? Ouais, autre que ceux dans lesquels j'ai joué, hein, en me déplaçant, bon, le vestiaire, on doit tous. On ne doit pas tous dire la même chose, non, je dis une connerie. Peut-être on a une approche différente. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est Mayol. Voilà, pas tellement le vestiaire, mais tout. La première fois que je suis allé à Mayol, moi j'avais 18 balais, la descente du bus, le monde de là, la foule qui s'ouvre, cette espèce de moment où on sent la pression de tout un public, on a l'impression qu'on va se faire tabasser par la foule, etc. On a l'impression qu'on est tout petit, le passage sous la tribune. Arriver dans ce tout petit vestiaire avec du bois un peu, voilà, sous des trucs en béton, machin, avec sortir sur le stade en plein centre-ville, etc. Bon, voilà, il y a le savoir que ça va être dur, que ça va cogner, qu'on va morfler. Aussi, ça participe à tout. Et puis on n'est jamais, à cette époque-là en tout cas, on n'était jamais très déçus. Voilà, à Toulon. Voilà, on savait enfin, on se doutait qu'on allait morfler, et puis bien souvent on morflait. Je ne dis pas par le score, hein, mais on savait que ça allait être dur, et des fois par le score d'ailleurs. Mais on savait que ça allait être dur. Et... Ouais, Mayol, il y a une espèce d'atmosphère particulière. Voilà, donc surtout quand vous le vivez pour la première fois. Voilà. Après, le côté folklorique un peu prend le pas, même si les gens ne le font pas pour le folklore, mais voilà, ça prend un peu le pas. Maintenant c'est particulier, on n'arrive pas par le même endroit de temps en temps, avec le bus, etc. Tout se perd un peu, hein, mais là, oui, la première fois, ouais, le Mayol, quand même, ça reste un souvenir pour moi. On se sent tout petit, hein, quand même. Merde. Bon, voilà. Là, quand tu fais un bon match à Mayol, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, tu te prends pour un super-héros, parce que tu te dis, comment j'ai résisté à tout ça, c'est pas croyable. Quand même, je suis bien, quand même, hein, putain. Mais ouais, on se sent tout petit, hein. Bordel, ouais. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ah non, on a tout dit, on parlait pendant 1 heure. Non, je le redis parce que c'est un mot important pour moi et je sais qu'on n'est pas tous d'accord, et ça me plaît de ne pas être d'accord avec les autres, j'adore ça. Des fois, je le fais exprès même. Mais voilà, le vestiaire, c'est un moment d'intimité et il appartient aux joueurs avant tout. Voilà, entraîneur, sponsor, président.
le club, le jeu, voilà, tout ça on peut le partager, tous. Le vestiaire, moi je trouve qu'on n'est que des invités dedans, invités par les joueurs. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai. Et je suis très honoré d'être au milieu du vestiaire, c'est pour ça que je continue ce métier d'ailleurs. C'est ce vestiaire-là, parce que j'ai envie d'être invité encore pendant quelques temps. Merci beaucoup, Monsieur Patrick, très joli prénom d'ailleurs.